les avez très bien connus, ils ont débarqué dans votre salon pendant des années et parfois pendant des décennies. Vous les avez beaucoup vus et puis plus. Depuis combien de temps tu es amoureuse de Pierre Bachelet? Un ami. Un an. Tu lui as écrit Oui, j'ai envoyé une lettre. d'amour et il t'a jamais répondu? Faut qu'il attende que je grandisse un petit peu. Oui, faut que tu attends. Bon. Et voici le Club Dorothée avec toutes vos séries préférées. Ariane, Jackie, Corbier et Dorothée. Bonjour à tous et bienvenue au Club Dorothée. Modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement. Soyez aussi heureux que cela est possible et comme on dit en Bretagne, adieu vat. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse de devoir ne plus assumer la mission que m'avait confiée Francis Bouygues. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Voilà un mix nostalgique signé Thibault Lambert et Valentine Gelin. Les indéboulonnables déboulonnés du PAF, série en cours sur lepoint.fr. On a déjà lu Jacques Martin, PPD Chazal, Dorothée, Yves Morosi, Patrick Sabatier et Daniel Gilbert. D'autres suivront. Une série signée du rédacteur en chef du point.fr, Florent Baraco, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal. Elle est venue comment cette série? Conférence de rédaction, qu'est-ce qu'on fait pour l'été? Et puis vous vous êtes dit, un beau jour, on disparaît de la télé, on va le raconter. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de raconter, je pense que c'est en littérature et dans le journalisme toujours pareil, on aime bien raconter les ascensions et les chutes. Et on s'est dit, la chute à la télé, c'est quand même incroyable parce que ce sont des gens qui parlent à 10 millions, 15 millions de personnes et qui du jour au lendemain parlent à plus personne. Ouais, mais vous semblez penser et même écrire que c'est étonnant, mais finalement être une star de la télé, c'est aussi être un salarié et parfois les salariés sont mis à la porte. Oui, alors c'est étonnant parce que les gens qui ont été écartés ne s'y attendaient pas. C'est ça, ils ont été indéboulonnables parce qu'ils pensaient que ils allaient continuer leur petit bonhomme de chemin, les contrats étaient renouvelés. Finalement, quand on regarde la liste des animateurs, l'audience ne chute pas. Elle se tasse, mais elle ne chute pas. Et en fait, ce sont des décisions qui viennent un peu d'en haut et ils s'y attendent pas du tout. Ils se battent pour sauver leur place, mais finalement, ils n'y arrivent pas et ils tombent dans l'oubli ou ils essayent de revenir, mais difficilement. En tout cas, Florent Baraco, ça donne des histoires finalement très humaines. Sur la méthode, pas d'enquête, vous êtes replongé dans les époques, dans les archives. Voilà, dans les archives, parce que quand on va interroger les gens, il y a souvent une réécriture de l'histoire, alors que les archives sont brutes et elles sont hyper révélatrices. Par exemple, quand Étienne Moujotte dit dans Le Monde en 1992, à propos de Patrick Sabatier, on va retravailler avec lui, on lui donne 6 mois pour nous proposer une autre émission. Bon, il n'y a pas besoin d'interroger Étienne Moujotte. On voit que les 6 mois sont jamais arrivés. J'ai une petite phrase en tête qui me revient, même si elle n'est pas dans votre série, c'est l'expression accident industriel. Ça, c'était pour Christophe de Chavannes. D'accord, vous l'avez pas fait, de Christophe de Chavannes, vous le faites pas? Non, parce que finalement, il a réussi à revenir et il a eu une place. Ça, c'est moins intéressant quand on vient. Alors, pour ces stars de la télé, vous l'avez dit à l'instant, elles sont rarement tombées pour des problèmes d'audience. Alors si, c'est arrivé quand elles tentaient de revenir et en vain. Tomber de haut, ça s'est fait pour des raisons parallèles. Alors il y a eu des raisons judiciaires et politiques, c'est ça, essentiellement. Oui, alors judiciaire, c'est pour Patrick Sabatier qui avait 2 affaires. Une affaire de fraude fiscale où il a été condamné et une affaire d'escroquerie puisqu'il avait invité un faux mage qui annonçait guérir du sida et du cancer. Ah ouais, ça c'était fou quand même. C'était fou, mais alors à sa décharge, l'émission n'était pas en direct. C'est pire. Non, mais elle a été visionnée par TF1 qui a validé la diffusion et il a bénéficié d'un non-lieu. Alors que pour la fraude fiscale, il a été condamné avec quelque chose de rigolo et de cruel, c'est que le juge, au moment où il annonce la sentence, il lui dit: Patrick Sabatier, vous êtes condamné à 4 ans de prison. Et tel un animateur de jeu, il laisse du suspense et il dit: de sursis. C'est contagieux. Voilà, c'est ça. La dramatisation, c'est contagieux. Alors pour les raisons politiques, on va prendre un exemple tout de suite. Nous sommes à la mi-temps des années 70. Bon, il y en a qui n'étaient pas nés, c'est pas très grave. Et à 12h30 sur TF1, il y a la Grande Duduche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à Argelès-sur-Mer.
Nous attendons Claude François. Vous voyez qu'il y a déjà une partie de l'équipe de Claude qui est là. En personne des charmantes Claudettes. Claude est quelque part dans la foule. Est-ce que nous allons le retrouver? Ça, je l'espère en tout cas. Alors, Danielle Gilbert, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, là c'est carrément une autre époque, c'est très daté. N'empêche, c'est une star, c'est un grand barnum, son émission Midi Première, une émission en extérieur tous les jours, il y a du boulot quand même. Oui, elle se déplace tous les jours dans une ville de France, elle fait de la variété, de la culture, elle attire entre 10 et 13 millions de téléspectateurs à midi et demi, c'est quand même énorme, on n'a plus des scores comme ça, c'est terminé. Il y avait moins de chaînes, beaucoup voilà, moins. Il y avait moins de chaînes. Et elle invite à la fois donc des stars, mais aussi des intellectuels. Elle aura Raymond Aron sur son plateau, c'est quand même incroyable. Le philosophe Raymond Aron qui vient au milieu de Claude François et de ses Claudettes, toute la variété. Oui, toute la variété française. Il y a des bugs techniques, mais elle prend ça avec le sourire. Enfin, c'est vraiment une star, et elle reçoit entre 74 et 1980, elle reçoit Valéry Giscard d'Estaing. Oui, parce que ils sont originaires de la même région, voilà, c'est ça. Tout à fait. Danielle Gilbert, elle ressemble un peu à son nom, c'est-à-dire pas vraiment d'aspérité, quelqu'un d'assez ordinaire, mais de très populaire. Ça marche très bien. Mais François Mitterrand est élu. Voilà, ça, elle s'y attendait pas, comme une partie de la France. Elle est dans le comité de soutien de Valéry Giscard d'Estaing en 74 et 80, ce qui est quand même... aujourd'hui, ce serait impensable qu'un animateur s'affiche aux côtés d'un politique. Il y en a encore. Il y en a encore Moi, j'ai pas d'exemple, mais là, c'était à un point quand même où elle s'affichait, elle l'invitait, elle a même invité son fils dans son émission. Oui, elle y va fort. Elle y va fort, voilà. Et donc, dès le 11 mai 81, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de Danielle Gilbert. Il faut un peu nettoyer, entre guillemets, le PAF très giscardien. Et donc, elle va faire partie avec notamment Guy Lux, d'un coup de balai, et elle quitte l'antenne le 2 janvier 1982, même pas en direct. Pour une personne qui a fait toute sa carrière en direct, c'est cruel, quoi. Et pour les gens qui sont devant TF1 à midi et demi, on passe sans transition de Danielle Gilbert à Anne Sinclair. Voilà, tout à fait. Ça fait un choc. C'était ça le changement. Tati Daniel, écrivez-nous, vous qui ne parviendra jamais à revenir. Stars du PAF qui sont tombées, on en parle ce matin et on revient tout de suite. Les indéboulonnables de la télé, finalement déboulonnés, c'est une série en cours sur le point.fr et sans doute Florent Baraco que l'une des stars de la télé les plus libres, les plus insolentes dont vous décrivez la chute, c'est probablement lui. Bonjour. Yves Morosi, c'est un trésor de modernité et d'ingéniosité. Ah oui, et puis sa vie est un roman, donc c'est formidable. C'est vraiment l'homme qui a inventé, je pense, l'infotainment. À la télévision, Oui, mais quand on dit ça, ça peut sembler péjoratif, alors que vraiment, il a révolutionné, il a révolutionné le genre. Télévisé, ouais. Il était capable, d'interroger. Il faut savoir que, par exemple, dans le Trésor, il y avait des artistes de variété. Donc, il interrogeait des artistes de variété, mais 10 minutes avant, il avait interrogé un prix Nobel de la paix, quoi. Et il a aussi extériorisé son journal. Donc, il est allé sur des porte-avions, sur la place Rouge. C'est un trésor d'inventivité avec un ton, une liberté. Et c'est ce qu'il a. Par contre, c'est ce qu'il a payé, c'est sa liberté de ton. Oui, alors la particularité aussi d'Yves Morosi, c'est que je ne suis pas sûre qu'on l'ait su à l'époque, mais c'est qu'il avait une double vie. Oui. Il avait une double vie nocturne. C'est-à-dire qu'il faisait son dîner chez Castel à 20h, 21h, puis après il allait dans des boîtes de nuit gays, et il passait sa nuit, il finissait à 5h du matin, complètement bourré, il prenait de la cocaïne, et il animait son JT à 13h, nickel. Oui, heureusement que la personne qui était avec lui, alors il y a eu plusieurs co-présentateurs, il y a eu Michel Denisot, il y a eu aussi la vaillante Marie-Laure Aubry, on sentait bien qu'elle faisait tout le boulot, quoi. Oui, qu'elle préparait tout, et lui se reposait sur son talent, mais en même temps, ce qui est assez amusant, c'est que le journal de 13h pouvait aussi se faire dans une soirée. C'est-à-dire que, c'est ce que je raconte, un soir, il est chez Régine, et il croise Kissinger. Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain. Tout à fait, et ils font un pari. Yves Morosi lui dit, je suis sûr que vous ne serez pas levé au moment où je présente mon JT. Et il est levé, et il est sur le JT, et il présente les accords de Camp David en exclusivité. Incroyable. C'est fou. C'est une vie incroyable où tout se mélangeait quand même. Du coup, Yves Morosi se permet tout,
vraiment tout, avec une liberté et une insolence qui paraîtraient aujourd'hui incroyables, y compris quand Francis Bouygues prend la chaîne. Écoutez. Souhaitant la bienvenue sur le plateau de la Une, que je porte encore le casque de TF1, mais dès demain, c'est prévu, le casque de la privatisation. Oui, alors évidemment, faut aussi avoir l'image. Il a, pour de vrai, il a le casque. Comment est-il viré ? Alors, on présente que TF1 se sépare d'Yves Mourouzi d'un commun accord avec Yves Mourouzi, qu'il faut qu'il se concentre sur des opérations spéciales. Donc il est écarté juste avant la présidentielle de 1988. Et finalement, ça dure 1 an et il quitte définitivement TF1. Il est remplacé par Jean-Pierre Pernaut, qui est encore là. Mais voilà, je pense qu'il ne pouvait pas rester sur TF1. C'était trop compliqué. Sa liberté de ton ne correspondait plus à la nouvelle époque, à Étienne Moujotte et Patrick Lelay, à Francis Bouygues, et que c'était trop compliqué, qu'il fallait qu'il parte. Et il part en plus sobrement. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de dérapage, il ne fait pas d'allusion lors de son dernier JT, et Francis Bouygues l'appellera pour lui dire merci. Florent Baraco a aussi signalé qu'Yves Mourouzi finira en lançant son célèbre bonjour dans les supermarchés. Oui, c'est ça la réalité des chutes. Comme Daniel Gilbert. Comme Daniel Gilbert, ouais. Il y a quand même des fins assez tragiques dans vos histoires. Peut-être que la plus tragique, c'est Jacques Martin, qui fait un AVC quelques jours après avoir été viré, et qui est très très revanchard. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'il est revanchard, mais il est diminué physiquement. Donc il n'arrive pas à prendre sa revanche. Laurent Ruquier, qui est un de ses derniers fidèles, va l'inviter sur Europe 1 dans On va se gêner. Mais sinon, il n'arrive pas à revenir. On va pas se gêner, non ? On va gêner. Ah, on va gêner ? On va se gêner, ouais. Ah, on va se gêner, d'accord, ok. Et donc il essaye de revenir, mais il a des problèmes d'élocution, il a un problème de mobilité. Et ce qui est terrible pour Jacques Martin, c'est la seule exception, c'est qu'il n'arrive pas à faire ses adieux aux téléspectateurs, et il assiste à ses adieux, puisque c'est Jean-Claude Brialy, son ami, qui présente la dernière école des fans. Celui qui tombe peut-être de plus haut, c'est Patrick Sabatier, non ? Ah oui, pour moi c'est la chute la plus importante. Parce qu'il faut savoir, Patrick Sabatier dans les années 80 c'est le roi. Il a 3 ou 4 émissions en simultané sur TF1, il fait plus de 10 millions de téléspectateurs, il est jeune, il est beau, il a des idées. Quand même, pour un animateur, c'est assez rare. Et il trouve le concept de avis de recherche, qui est le concept ultime de l'émission, c'est-à-dire une photo de classe d'une célébrité et on retrouve tous ses camarades. Ou le jeu de la vérité. Il arrive même à revenir sur TF1 6 mois après la 5, puisqu'il est parti sur la 5 de Berlusconi prendre quelques millions, et TF1 le reprend. L'accueil malgré tout, voilà, les bras ouverts, lui redonne toutes ces émissions. Et finalement, il se fracasse avec ces 2 histoires dont je parlais au début de l'émission, la fraude fiscale et le fromage, et il disparaît. Il disparaît complètement. Et alors lui, il a tenté quand même pas mal de fois de revenir, y compris récemment. Tout à fait. Alors, il y a 3 retours. Le premier retour qui est, je trouve, inimaginable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on lui organise une émission sur le service public pour qu'il fasse amende honorable et s'excuse de tout. Et c'est présenté par Frédéric Mitterrand. Et le projet de travail est grandeur et décadence d'une star. C'est quand même fou quand on y pense. Ça ne marche pas. Il a un 7 d'or au début des années 2000 parce qu'il a une émission sur TMC qui n'est pas sur la TNT. TMC est alors une chaîne locale qui est regardée par personne. Il a un 7 d'or et on se dit, il a le 7 d'or, un acteur qui a un César, il revient sur le devant de la scène. Pas forcément. Enfin, lui, il attend 8 ans pour revenir, et il revient donc en 2008. Il remplace Nagui dans N'oubliez pas les paroles, et il va animer quelques jeux, mots de passe, mais il retrouve pas le faste des années passées. Quels seront les prochains épisodes de cette série, Florent Baraco ? Alors dimanche, on parle de Thierry Roland, qui a été écarté de TF1, la voix du foot, qui va revenir, lui, sur M6. Après, il y aura Guy Lux, qui est un roman à lui tout seul. Et enfin, on termine par l'exception, c'est Philippe Bouvard, qui est le déboulonné, reboulonné, puisqu'il est viré d'RTL en 2000 et il revient en 2001. Voilà, et vous n'aurez pas eu la peau de Michel Drucker. Merci beaucoup, Florent Baraco, Merci. rédacteur en chef au point.fr.